Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette journée dédiée à la radio et au podcast qui est organisée donc par Télérama et par Longueur d'onde. Merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir. Tout d'abord, je voudrais vous transmettre les excuses de Charlotte Bien-Aimée qui a dû annuler sa présence au dernier moment pour des raisons personnelles. Donc voilà, elle s'excuse vraiment platement. Et puis, ça nous donne la chance et le grand plaisir d'avoir avec nous Axel Jeanne Jiquet. Et donc, je commencerai par vous pour les présentations. Donc, vous êtes franco-camerounaise. Vous vous présentez comme militante féministe païenne. Vous avez notamment participé à un recueil de nouvelles érotiques qui s'appelle Volcanique, une anthologie du plaisir. En 2015, vous avez créé le blog Parlons Plaisir Féminin. 3 ans plus tard, c'était le podcast Me, My, Sex and I, où vous invitiez des femmes noires à raconter leur parcours intime, donc en créant un espace de parole sécurisé pour des femmes afrodescendantes. Et puis ensuite, ça a été la série documentaire La fille sur le canapé, produite par Nouvelles Écoutes, dans le flux intime et politique. Et vous partiez de nombreux témoignages, dont le vôtre, pour parler de violences sexuelles intrafamiliales sur les mineurs. Et puis enfin, cette année, vous avez signé une série documentaire pour France Culture qui s'appelle « Je suis noire mais je n'aime pas Beyoncé ». Enfin, c'est ça, « Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé », pardon. Dans lequel, entre autres, vous vous demandez s'il existe un féminisme noir ou un féminisme afropéen. Julia Foyce, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice en 2020 d'un livre aux éditions Flammarion qui s'appelle « Je suis une sur deux ». Et vous êtes surtout une femme de radio, comme on dit, d'abord à RFI, et puis en 2014 sur Move, on vous a connu pour l'émission Point G comme Julia. Donc c'était une émission dans laquelle vous répondiez à des questions de sexualité avec les auditeurs et les auditrices. Ensuite, sur France Inter, il y a eu entre autres Babel sur scène, Pas son genre, qui est maintenant unique en son genre, donc toujours sur France Inter. Et puis, à partir d'octobre, je crois, vous allez animer un format Snapchat pour France Inter, dédié aux jeunes, et toujours sur les questions de genre et de sexualité. Et enfin, Ovidie, bonjour. Vous êtes réalisatrice de films pornographiques, de documentaires audiovisuels et de documentaires audio. Vous êtes également autrice. On peut citer par exemple Porno Manifesto, la BD Libre. Dans les documentaires, il y en a eu beaucoup. J'en cite qu'un seul, Là où les putains n'existent pas en 2018, qui a été très reconnu. Du point de vue audio, il y a eu toujours Nouvelles Écoutes, le flux intime et politique, donc le même, juste avant, en 2019, dans lequel vous partagez votre conversation avec votre fille adolescente. Et puis cette année, il y a eu une série documentaire pour France Culture avec Tancred Ramonet, qui est intitulée Vivre sans sexualité. Et vous êtes également docteur et vous enseignez les écritures sonores à l'Université de Limoges. Voilà, j'ai presque tout dit, mais pas tout. Il y a beaucoup de documentaires. Je voudrais juste qu'on commence, peut-être que vous avez des proches, ou même moi je me suis dit au début, oh là là, encore une table ronde sur les féminismes et les podcasts féministes. Il y en a eu beaucoup ces dernières années. Donc je voudrais juste qu'on commence par écouter 2 extraits de chroniques de Julia Foyce qui ont été diffusés sur France Inter. Donc le premier extrait, ça date du 25 février 2021 et le deuxième du 29 avril 2021. Voilà, on va écouter les 2 premiers sons. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis un garçon, je suis une fille. Il y a une femme là-dessous. Non. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un homme. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? T'as menti? Ah oui, mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je réclame le droit de vivre, voilà. Bonjour Julia Foyce. Bonjour. Tout va bien? Écoutez, je suis flegme ce matin. Gérard Depardieu, Dominique Boutonnat, Richard Berry, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Les affaires de viol explosent, les noms pleuvent, la parole se libère, dit-on. Pour autant, pour vous, vous demandez si on les entend vraiment. J'adorerais vous dire que oui, évidemment, mais non. En fait, toujours pas, parce que quoi qu'une victime dise, ça ne va pas, non, fallait pas comme ça, pas là, pas à ce moment-là. Elles ne donnent pas de nom, elles sont lâches, elles en balancent, c'est dégueulasse. Sur Twitter, n'en parlons
non pas. On est dans un état de droit, se faire justice, mais ça va pas. Non, ces filles-là doivent porter plainte et aller au commissariat. Mais ça non plus, ça ne passe pas. C'est un réflexe, vous avez vu? Faites le test un jour. Autour de vous, racontez l'histoire de cette fille, n'importe laquelle, qui porte plainte contre n'importe qui. Réaction? Elle ment. Immédiatement, systématiquement, sans même oser entrouvrir la porte de la pensée à toute autre hypothèse, se dire que, après tout, malgré tout, peut-être que... Non, elle ment. Et par vengeance, selon un tiers des Français, quand ils sont un quart à penser qu'elle accuse sans fondement pour gagner de l'argent et pour faire son intéressante. C'est un sondage Ipsos de 2016, mais c'est vieux comme le monde, vieux comme les textes sacrés sur lesquels il a construit son histoire collective. Histoire faite de manipulatrices, de tentatrices, d'affabulatrices, calamité de l'humanité, à cause de qui, inexorablement, l'homme est lui tombé dans le péché, à son corps défendant, évidemment. Vous ajoutez ces féministes, ces hystériques, ces mal baisés, qui ont pour sinistre projet, même pas caché, même pas secret, de tous les émasculer. Et ça vous donne cette surdité généraliser ce déni de réalité. Ali, attention, question. Et si, je dis bien, et si une femme qui portait plainte pour viol le faisait parce qu'elle avait été violée? Je sais, la machine à fantasmes, c'est plus rigolo, c'est comme les complots, mais il y a un truc qu'on appelle des faits. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis un garçon, je suis une fille. Il y a une femme là-dessous. Non. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un homme. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? T'as menti? Ah oui, mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je réclame le droit de vivre, voilà. Bon alors, Julia Foyce, il n'y a pas que le Covid, la Covid dans la vie. Donc, il n'y a pas que le Covid dans la vie, il y a aussi Éric Zemmour, accusé par une élue PS d'Aix-en-Provence de l'avoir agressé sexuellement il y a 15 ans. Ou alors, il y a ce sondage Opinionway dans le milieu de la pub et de la communication. 38% des sondés ont déjà subi du harcèlement moral, 9% du harcèlement sexuel, 60% en ont été témoins. Mais la majorité s'est tue par crainte de représailles. Elle parle, mais c'est très très rare, des autrices de fantasy ou de science-fiction publiées par le poids lourd du secteur, les éditions Bragelonne. Elle parle dans Mediapart d'une enquête fouillée, accablante pour le patron de la maison, Stéphane Marsan. Vous voyez de quoi je parle, Ali? Eh ben non, mais je pense que non. En tout cas, certaines personnes autour de cette table, et parmi celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, je pense que beaucoup n'en ont pas entendu parler parce que sur chacune de ces affaires, rien ou si peu de bruit médiatique, de réaction dans le grand public, à peine un bruissement d'ailes sur les réseaux sociaux. 3 ans après MeToo, nous serions-nous déjà habitués? Aurions-nous déjà appris à vivre avec l'idée que partout et tout le temps et à tous les étages de la société, on harcèle, on agresse, voire on viole? Difficile à croire parce que face à des millénaires d'omerta, ces 3 ans de prise de parole commencent au contraire tout juste à déboucher les oreilles du plus grand nombre. Sauf que le plus grand nombre est fatigué aujourd'hui, lessivé. Ali, on en parlait. Après 1 an de pandémie, cerveau pollué, émotions anesthésiées, discussions qui tournent en rond, si tant est qu'on sache encore se parler. Voilà, donc il faut encore parler. Et j'espère que nous, on arrive encore à se parler. Et c'est vrai qu'il y a eu cette vague MeToo, et en France et ailleurs, ça s'est accompagné d'une multiplication des podcasts féministes avec des femmes qui ont pris la parole elles-mêmes pour parler de leur vécu intime ou qui ont tendu leur micro à d'autres femmes qui ont livré, elles, leur vécu. Est-ce que vous avez le sentiment que cette parole qui s'est libérée, qui s'est démultipliée à la radio et dans les podcasts et ailleurs, est-ce qu'elle est entendue ? Est-ce qu'elle est écoutée ou est-ce que vous ressentez cette surdité généralisée dont parlait Julia Foyce sur France Inter ? Ok. Bonjour à tous, merci beaucoup les filles, c'est cool. Bonjour à tous, merci et à toutes, merci d'être là ce matin. Pour ma part, je pense que c'est... Ça dépend de l'état d'esprit, si vous décidez de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si je décide de le voir à moitié plein, j'ai envie de vous dire l'essentiel, c'est qu'elle parle. Si j'ai envie de le voir à moitié vide, je dis qu'on n'est toujours pas assez nombreuses en fait, à dire les choses et qu'il y a des personnes concernées par ces violences dont on n'entend toujours pas les récits, en sachant que quand on regarde en fait les statistiques, la première population la plus concernée sont des personnes en situation de handicap. Et moi, j'attends toujours le podcast en fait à propos de ça. J'attends le podcast également qui va concerner les femmes maghrébines ou des femmes asiatiques. Enfin, on n'est pas encore toutes présentes dans cette conversation. Donc là, déjà, s'ils sont sourds, ils n'ont pas fini d'être sourds, en fait, parce que ça ne va pas s'arranger. Moi, je pense qu'on est là dans une période qui est hyper intéressante parce qu'il y a la montée en puissance
celle qui parle, parce qu'encore une fois, pardon, mais la parole, elle ne se libère pas toute seule comme une grande. C'est qu'à un moment donné, il y a des femmes qui ont le courage de la prendre, cette parole-là. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, peut-être que je suis d'un optimisme crasse, mais j'ai l'impression que plus rien n'arrêtera ce rouleau compresseur. Il y a une espèce de ras-le-bol qui est général, qui est tellement profond quand on voit qu'il est mondial, ce mouvement-là. Alors bien sûr, en France, on ne les entend pas encore toutes, enfin, elles parlent, et puis elles ne parlent pas encore toutes, mais je suis convaincue que ça va venir parce que quand on voit ce qui se passe autour de Sandrine Rousseau, on se dit que tiens, il y a quelque chose, mais qui est vraiment de l'ordre du rouleau compresseur. Et en face, comme ils le sentent, comme ils le voient, ils sont aussi de plus en plus nombreux à crier très très fort, et crier principalement leur peur, pour couvrir de ces cris-là nos voix à nous. Donc, je trouve ça fascinant à observer cette montée en puissance. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça ? Sur quoi ça va déboucher ? Alors, pour le coup, personne n'a de boule de cristal, donc personne ne peut le dire, mais en tout cas, c'est maintenant que ça se passe, et il y a une dynamique, une double dynamique, comme je pense on n'avait pas vu depuis longtemps, et au moins les choses bougent. Et quand ça bouge, ça veut dire qu'on est vivant. Parce que sinon, je veux dire, c'est quand même le signe de ce mouvement-là, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en ébullition. Après, on aimerait bien que ce soit traduit dans les faits, dans les actes, et puis aussi en termes de pépettes, parce que sans argent, on n'arrivera à rien. Je parle de moyens qui pourraient être débloqués, qui nous sont promis et qui ne sont jamais dégagés. En tout cas, la réponse politique, elle n'est clairement pas à la hauteur du problème soulevé par toutes ces femmes et ces quelques hommes. Donc, oui, je te rejoins sur le fait que certains matins, on se lève, on voit le verre à moitié vide et on se dit mais il ne se passe rien et rien ne bouge et on n'y arrivera jamais. Et puis il y a d'autres matins, on se dit ah tiens, si, quand même, parce que ça continue, parce qu'il y a de nouvelles plaintes, parce qu'il y a de nouvelles affaires, parce qu'il y a un nouveau documentaire, parce qu'il y a un nouveau podcast, parce qu'il y a telle candidate politique, parce qu'il y a les résultats de ces élections. Voilà, donc en tout cas, ça bouge. Et est-ce que, peut-être, Ovidie, vous pouvez répondre à cette question, est-ce que vous voyez une différence d'écho ou d'impact selon que vous créez un podcast ou une série diffusée sur une radio comme France Culture ? C'est pas forcément le même public, c'est pas forcément la même audience. En fait, les choses peinent à avancer parce qu'il y a des résistances qui sont très fortes et qui sont aussi très violentes. On voit, pour moi, c'est un bon baromètre pour justement se rendre compte que les choses bougent quand même. Parce que si elles ne bougeaient pas, on n'aurait pas des résistances aussi fortes en face, on n'aurait pas des réponses aussi violentes, du harcèlement en ligne. Tu parlais de Sandrine Rousseau, mais il faut voir ce que se prend Sandrine Rousseau. On peut aussi penser à Alice Coffin qui a dit finalement quelque chose de l'ordre de l'eau ça mouille en disant que dans les relations hétérosexuelles, il y avait plus de chances qu'il y ait des violences intraconjugales et des violences sexuelles, etc. Bref, elle a dit une évidence et du jour au lendemain, s'est retrouvée avec une protection policière et puis un employeur qui voulait plus renouveler en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté dans la presse. Mais bon, voilà. Donc les résistances en face, on voit que ça grince et ça grince de partout. Alors évidemment, ça grince quand on s'adresse à une variété de public, aussi d'audience. Ça grince. Un coup, ça va grincer à gauche, un coup, ça va grincer à droite, un coup, ça va grincer en bas, un coup, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre que ça grince. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les choses aient beaucoup bougé dans la création sonore, dans le monde du podcast, dans le monde du documentaire, parce que finalement, quand on réfléchit bien, où est-ce que ça a bougé ? Pourquoi est-ce que ces espaces-là, ils ont été pris en main, en charge par des femmes ? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Tu parlais d'argent tout à l'heure. Mais c'est aussi parce que ce sont des secteurs où il n'y a pas de thunes, finalement. Et moins il y a d'argent, plus il y a de femmes. On s'en rend compte, même avec la création documentaire télévisuelle, c'est aussi ça qui a un sport de femmes. C'est un sport très féminin, le documentaire, quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes documentaristes proportionnellement, par exemple, aux femmes qui réalisent de la fiction ? C'est parce qu'il y a moins d'argent. Et le podcast, il y a encore moins d'argent, finalement. Donc, quelque part, c'était logique que les femmes s'emparent de ce média-là pour pouvoir s'exprimer. Alors, par rapport à votre question, est-ce que moi, je ressens une différence ? Oui, puisque c'est pas forcément la même tranche d'âge, déjà, par exemple. C'est vrai. Alors, je sais pas, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les stats, peut-être que vous les avez ou quoi, mais c'est vrai que c'est pas forcément la même. Les gens sont souvent un peu plus jeunes aussi pour le podcast. Enfin, voilà.
D'accord, merci. Mais en tout cas, ça réagit aussi. Enfin, Ouais. ça réagit Ouais. partout, vraiment de partout, parce que on s'attaque trop au fondement, je pense, de la société. Le fait de s'attaquer même à l'hétérosexualité en tant que régime politique, j'entends, au sens très large, forcément, ça déstabilise tellement de choses que ça s'effondre de partout et ça résiste de partout. On reviendra bien sûr sur la spécificité du média sonore pour parler de féminisme et de femmes. Mais je voulais revenir sur 2014, quand vous animiez l'émission Point G comme Julia, sur Move, le Move à l'époque, je ne sais plus. Ouais. Donc c'était une émission sur la sexualité, les sexualités, ouais, entre autres. Et vous aviez dit, j'ai retrouvé dans l'Humanité, vous aviez dit, c'est pas une réunion de Tupperware du sexe, c'est une émission de combat. Et donc, ça veut dire que dès 2014, c'était une évidence pour vous qu'on ne pouvait pas aborder ces questions autrement que dans cette vision. Parce qu'il y avait d'autres libres antennes où ce n'était pas forcément d'autres émissions. Moi, après, c'était pas, pour être très précis, c'était pas une libre antenne, au sens où il y avait toujours un sujet. Ça ne durait qu'1 heure. Il y avait un sujet, il y avait l'envie d'avancer dans une discussion, donc avec un début, un milieu, une fin, etc. J'y allais comme journaliste, en fait. Donc je construisais mes émissions comme on construit n'importe quel récit sonore. C'était pas... J'adorerais faire de la libre antenne. Moi, le rêve de ma vie, un jour, c'est d'être Macha Béranger. Il ne faut pas le dire, parce que sinon, ils vont me parquer à minuit tous les jours. Donc, c'est pas, je le dis sans aucun mépris. C'est juste que c'était pas le but de cette émission-là. C'était vraiment de raconter des choses et de faire avancer la discussion sur le terrain. Alors, pas que de la sexualité, mais de l'intime en général, c'est-à-dire le rapport au corps, le rapport à l'autre, la filiation, l'amour, enfin tout ça. Et oui, ce sont des sujets qui sont éminemment politiques, parce que ça reste quand même, dans la mesure où c'est notre plus petit dénominateur commun, dans la mesure où, a priori, on vient tous de là, a priori, à une écrasante majorité, on va tous, à un moment ou à un autre de notre vie, avoir au moins un rapport sexuel. Je pense, peut-être je m'avance, mais l'écrasante majorité d'entre nous a ça en commun. Donc prendre comme grille de lecture d'un pays, d'une société, d'une catégorie sociale, de ce que vous voulez, la sexualité, au sens de qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est encouragé, qu'est-ce qui est dévalorisé, c'est une excellente grille de lecture pour comprendre comment fonctionne une société, comment elle hiérarchise les gens, les normes, les genres, tout ce que vous voulez. Donc oui, bien sûr, s'attaquer à ces sujets-là, c'est toujours profondément politique. Et dans Point G, on l'a fait... Très vite, on est allé sur des questions de violence sexuelle, mais ça, moi, par mon parcours aussi, ça me paraissait évident qu'il fallait ouvrir les micros, qu'il fallait les tendre et qu'il fallait en parler, et qu'il n'y a qu'en en parlant qu'on fera avancer les choses. Mais on parlait aussi de questions féministes, et puis on parlait aussi, je sais plus si tu étais venue ou pas. Si tu étais venue, voilà. Et ben, vidéo, on est sûr qu'on va être sur une discussion de fond et qu'on va faire avancer les choses et qu'on va être quand même toujours politique, oui, mais au sens noble du terme. Donc oui, bien sûr. Merci. Justement, alors, sur la question pourquoi il y a tant de femmes dans le podcast, donc on a un petit peu partiellement répondu sur parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est une réponse importante. Mais c'est très important. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question de et quand il va y avoir de l'argent, est-ce que ces places-là vont... C'est pas la seule raison. C'est aussi que on est quand même dans un milieu qui est le journalisme, les médias, etc., ultra testostéroné. Et donc, en fait, les micros sont squattés par les mecs, de toute façon, et qui s'accrochent à leur chaise et à leur micro et qui ne le lâcheront pas. Donc, il y a de la place sur le podcast parce que le podcast a quelque chose de très aventureux financièrement, mais aussi, c'est des aventurières, les filles, parce que tout à coup, il y a une page blanche et il faut créer, il faut inventer. Et pardon, mais l'audace, elle est plutôt du côté de ceux qui ne sont pas... L'audace est toujours du côté des minorités, de toute façon. Et là, il y a un terrain à audace, donc évidemment que c'est elles qui y vont. Mais est-ce que ça tient aussi au médium en lui-même ? Je veux dire, est-ce que le son est un médium particulièrement adapté pour le recueil de la parole intime et surtout de la parole vulnérable ? Moi, je dis oui, vraiment, parce que il y a une... prépondérance aux préjugés quand vous voyez les gens, surtout quand vous êtes issu des minorités. Je sais que Mima Sex and I, j'aurais pas pu le faire filmer parce que je sais
que certaines de celles qui témoignent auraient pu être jugées d'abord sur leur apparence physique plutôt que sur ce qu'elles étaient en train de nous confier. Et la voix instaure une intimité, mais d'emblée. Il y a vous et cette personne que vous êtes en train d'entendre dans vos oreilles et vous êtes immergé immédiatement dans le récit. Et vraiment, je pense que quand vous appartenez à des minorités, c'est pas un hasard que vous choisissiez le podcast. Ça permet en tout cas d'élargir le récit commun et faire comprendre que le commun peut aussi partir de la marge, en fait. Et moi, je suis désolée, mais il n'y a qu'avec le son que j'arrive à faire ça, pour l'heure, en tout cas. Vous qui faites des documentaires à la fois audiovisuels et purement audio, quelle différence vous ressentez dans la manière de travailler, dans la manière d'écrire ? En fait, je vais donner 2 exemples très précis qui concernent un recueil de la parole de personnes mineures. Je pense au LSD qu'on avait fait qui s'appelait l'éducation sexuelle des enfants d'Internet, dans lequel j'avais recueilli la parole de certains élèves que je connaissais par ailleurs, à qui je faisais des ateliers au lycée de l'image et du son d'Angoulême. Et c'est, même si on aurait probablement pu obtenir, par exemple, des autorisations de diffusion auprès de l'établissement, des parents pour, un documentaire télé. Je pense que c'est quelque chose qui aurait été de l'ordre du possible. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. On m'a beaucoup démarché pour ça. Il y a plusieurs chaînes qui m'ont démarché pour ça, surtout à la suite d'un documentaire qui s'appelait « À quoi rêvent les jeunes filles ». On m'a beaucoup demandé de faire, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose sur l'éducation sexuelle au collège, au lycée, ce serait intéressant. Moi, j'ai toujours dit non, parce que c'est une responsabilité de notre part aussi que d'exposer les personnes qui nous font confiance, qui témoignent, et a fortiori quand c'est des personnes mineures, parce que ce qu'ils disent là, à ce moment-là, quand ils ont 16 ans, je veux dire, ça peut les mettre en danger aussi vis-à-vis des autres. Ils peuvent penser radicalement, être complètement opposés à ça 2 ans plus tard, ils peuvent changer radicalement d'avis. Il y a aussi donc, le podcast que j'ai fait avec ma fille, mais même pas en rêve, ma fille, je la mettrai en photo sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc jamais, je veux dire, quelqu'un voudrait la filmer, mais je lui casse la bouche direct, c'est même pas la peine, quoi. Donc ça permet quand même un partage de dialogue, mais aussi un recueil de témoignages qui ne met pas ou qui met moins en danger les gens parce que ça ne les expose pas, on ne les voit pas en fait. Et puis il y a autre chose aussi que le public ne peut pas imaginer, et pour cause, il faut être dans les coulisses de secret de fabrication. Je veux dire, la radio, le son, que ce soit le podcast ou la radio, c'est simple techniquement. C'est-à-dire, vous avez 2 micros, vous discutez, on est parti. Moi, j'ai fait un tout petit peu de télé et franchement, j'ai détesté ça. J'ai détesté ça parce qu'il y a une lourdeur technique. Et après, je peux très bien comprendre. On peut faire du très très beau documentaire et Ovidie en est la preuve. Donc je ne crache pas sur la télé, c'est pas ça. Je dis que pour moi, ce qui a été très compliqué. Alors après, moi, je faisais pas du doc, je faisais du mag. C'est très différent parce que on est dans des économies, il faut aller vite, on doit toucher un très grand public, etc. Mais combien de fois on m'a dit ouais, le mec là il est super intéressant, mais t'as vu la tête qu'il a, et moi ça je peux pas entendre ça. Combien de fois une nana raconte un truc vachement bien, en fait, excuse-moi, tu peux la refaire parce que tu l'as fait en plus bref, et puis t'attaques, tu regardes la caméra, tu souris un peu. Il y a un truc qui moi me rendait ouf. Et puis c'est, tu as une super séquence et puis tout à coup il fait moche et donc ça marche pas. Et puis tout à coup ton maquillage merde et donc il faut la refaire. Enfin, il y a un truc de lourdeur technique qui, moi, je n'aime pas assez l'image. Moi j'ai grandi sans télé, donc je n'aime pas assez l'image pour supporter cette lourdeur technique. Et je trouve qu'en plus, quand on est dans des sujets aussi sensibles que l'intime en général et les violences sexuelles en particulier, enfin, demander à une nana qui vient vous raconter cette histoire-là, de la refaire 10 fois parce que la prise n'est pas bonne, moi, je peux pas. Alors, encore une fois, c'est pas le travail du tout d'Ovidie, parce qu'Ovidie, elle fait du documentaire. Je parle de ce que j'ai fait, moi, qui est du mag, et donc je ne ferai plus, comme vous l'aurez compris. C'était suffisant comme expérience. Voilà. Est-ce que se demander, quand je me demandais si le son était le médium, entre guillemets, féministe par excellence, en fait, en réécoutant vos chroniques, Julia, j'ai écouté la colère, en fait, et je me suis demandé... non, mais est-ce que le son aussi, c'est pas... se retrouver face à un micro, est-ce que c'est pas la situation la meilleure, en fait, pour exprimer sa colère ?
Et je crois que vous aviez aussi écrit des chroniques dans Marie-Claire. Est-ce qu'il y a une différence dans la manière de sortir ça de ses tripes quand on écrit ou quand on est en tête-à-tête avec le micro? Je pense que ça fait appel à des circuits assez différents dans la tête, dans le cœur et dans le ventre. Il y a une immédiateté au micro, il y a l'adrénaline évidemment, il y a quelque chose que vous allez chercher quelque part au niveau des tripes. Et oui, moi, il m'est arrivé dans certaines chroniques d'avoir... mais comme nous toutes, il y a des moments où on est... Et c'est pour ça que je parlais de rouleau compresseur tout à l'heure, c'est qu'il y a cette colère, cette rage sourde qui est là. Et effectivement, la voix est un vecteur absolument hallucinant d'intensité pour faire passer ces émotions-là. Et en plus, vous avez la liberté de ne pas être à l'image, donc de pas avoir à faire attention à votre chignon, parce que ça c'est pareil, hein, quand vous êtes à l'antenne. Moi, combien de fois j'avais le sentiment de dire des trucs un tout petit peu intéressants et on me parlait juste de mon maquillage, ça c'est pareil. C'est pour ça que la télé c'était pas possible. J'en ai eu marre. Mais la radio, il y a cette liberté totale, il y a une fluidité, il y a une simplicité technique qui fait que vous pouvez vous laisser porter par les émotions. L'écrit, c'est très différent. Vous êtes, en l'occurrence, moi j'écris dans ma cuisine, quand les enfants sont couchés, je suis peinard, mon téléphone sonne plus, il n'y a plus personne ne me dérange et j'ai toujours cette espèce de petit rictus quand j'écris, genre... Parce que je suis en train de préparer un truc, j'ai l'impression de préparer un mauvais coup, comme ça, comme à l'école j'étais un peu chippie, donc j'ai l'impression de refaire la même chose. Il y a un temps de latence, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous moulinez votre chronique, le moment où vous l'écrivez, le moment où elle va être diffusée, il y a un temps qui s'écoule, qui est assez long et qui est assez jubilatoire, parce que du coup, vous avez la possibilité de ciseler les choses. Et en plus, les chroniques dans Marie-Claire sont courtes, c'est 2000 signes, donc ça force à... Ouais. à choisir chaque mot, chaque signe de ponctuation, voilà, et donc à travailler, retravailler encore. Donc on n'est pas sur les mêmes temps. Donc forcément, je dirais que le plaisir dans l'écriture, pour moi, encore une fois, est plus cérébral. Et à la radio, il y a quelque chose de plus tripal, quoi. Est-ce que tu as conscience que ta voix de radio, elle a changé? Tu t'es réécouté parfois sur des je sais pas, sur des chroniques de 2014? Non, mais c'est parce que je clope comme un sapeur, donc évidemment avec les années, ma voix elle va baisser. Déjà. ça va être mathématique en fait, clac clac clac. Non, en fait je me réécoute pas. J'ai pas, par exemple ta voix c'est toujours la même, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci, mais ouais, moi j'ai la sensation, enfin je sais pas, ce serait intéressant de faire. T'as tessiture en la même. 10 ans. Ah bon? Mais je pense vraiment que c'est la clope, hein, par contre. Je pense que... non, mais je plus sois le... Alors, respect, hein, parce que 2000 signes pour une chronique, moi, avec mes 3000 signes chez Cosette, je meurs. Et je plus sois vraiment cette analyse-là, et c'est vraiment ça, c'est que l'écrit ne vous place pas, en fait, au même endroit, et pouvoir réfléchir à ce que vous allez écrire. En plus, les écrits restent. Donc vraiment, il y a une démarche qui est pas du tout la même. Et c'est, on ne perd pas du tout du même endroit, mais le message est il est plus irrévérencieux avec la voix, je trouve. Voilà. Les écrits restent, mais les sons aussi. Et Ovidie, vous m'aviez dit que dans vos cours avec vos étudiants, vous aviez un module sur la responsabilité sociale, c'est ça, dans l'écriture sonore. Qu'est-ce que c'est que cette responsabilité sociale dans les productions audiovisuelles en général, non, ça s'interroge sur est-ce que, en gros, c'est une question très bête, hein, mais qui date, qui n'est pas nouvelle, c'est est-ce qu'on peut faire du politique avec nos créations audiovisuelles? Est-ce que c'est pas un fantasme un peu petit bourgeois, hein, aussi, que de se dire qu'on va faire la révolution en faisant un film, un podcast ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est pas un truc, est-ce que c'est pas aussi un truc un peu narcissique que de se dire qu'on va changer le monde parce qu'on va faire un doc d'investigation, par exemple, parce qu'on se rend compte qu'au final, c'est souvent un petit coup d'épée dans l'eau, sauf qu'à force de planter des épées dans l'eau, ça commence à remuer un petit peu. Si tout le monde plante des épées dans l'eau, en fait, ça peut commencer à vibrer un peu, quoi. Mais voilà, ça s'interroge sur mais c'est un vieux débat, ça. Est-ce qu'on peut vraiment prétendre faire une œuvre politique à partir du moment où on la diffuse aussi sur des moyens de diffusion qui sont... alors on peut plus dire mainstream maintenant, puisqu'il y a tout à fait
fachosphère qui utilisent des trucs mainstream. Bon, moi, j'ai du mal à utiliser ce terme du coup maintenant, mais je dirais voilà, bon, qui sont pas autonomes ou alternatifs ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc voilà, c'est un module qui s'interroge sur ces, et je leur fais faire effectivement du podcast puisque c'est facile, comme tu disais, Julia, avec 2 micros, voilà, un logiciel de montage, on peut déjà commencer à réfléchir et à créer. Et est-ce qu'il y a aussi, quand on fait un podcast avec une visée féministe, une responsabilité de passage? Enfin, je m'explique. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient découvert des textes littéraires féministes via des podcasts et via des documentaires féministes, et qu'ensuite elles sont allées à la bibliothèque chercher les bouquins. Et c'est dans La fille sur le canapé notamment qu'il y a beaucoup de lectures. Est-ce que vous aviez ça en tête, Axel? Parce que je crois que vous dites aussi que vous, les livres ont été très importants dans votre parcours. Moi, la raison pour laquelle il y a cet aspect littéraire, c'est que ce sont les livres, moi, qui m'ont permis de mettre des mots sur l'agression que j'avais subie à 11 ans, parce qu'il n'y avait pas des mots dans la maison, voilà, pour parler de ça. Et c'est à travers les textes de ces autrices dont je partage les écrits dans La fille sur le canapé, que moi, j'ai réussi à m'approprier d'abord l'agression, à savoir de quoi il en retournait, et puis à reprendre une narration qui m'était propre, et tous ces mots m'ont aidé à le faire. Donc ça allait de soi, en fait. Moi, quand j'ai construit La fille sur le canapé, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je savais que je commençais forcément par je sais pourquoi Chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, parce que c'est vraiment le livre qui m'a sauvé la vie, en fait, tout simplement. Et du coup, c'était important pour moi. Je le faisais d'abord pour celles qui étaient concernées, qui allaient écouter, en leur disant, voilà, il y a des outils pour, sachez-le, il y a plein de biais pour vous réapproprier la narration par rapport à cet instant T. Et ensuite, ça a été un vrai bonheur de découvrir que des gens qui n'étaient pas concernés forcément par la question en ont aussi profité pour étoffer en fait leur connaissance littéraire. Et c'est ce qui s'est produit aussi avec Je suis noire, je n'aime pas Beyoncé pour France Culture. Moi, ma grande joie, ma grande fierté, je pense jusqu'à la fin de mes jours, ce sera d'avoir fait découvrir Mariam Abba et Une si longue lettre à tellement de gens, alors que pour beaucoup de gens dans les cultures francophones, c'était un incontournable. Nous, on sait qui c'est Mariam Abba, on connaît ce texte. Mais moi, j'ai reçu tellement de messages de gens me disant « Mais comment c'est possible qu'on n'ait pas entendu parler de cette autrice ?» Et ce qui est encore plus chouette, c'est des retours après lecture en disant « Mais pourquoi elle n'est pas au programme français? Pourquoi est-ce que cette autrice-là, elle n'est pas considérée comme susceptible d'être lue en classe de 4e ou de 3e avec les questions qu'on se pose aujourd'hui? Il y a tout dedans. » Et vous dites, ouais, ça sert à ça. Si vous pouvez faire ça, c'est une mission que vous avez, oui. Pour moi, c'est important. Merci. On va écouter un troisième son. Donc c'est un extrait du LSD Vivre sans sexualité, donc par Ovidie et Tancred Ramonet. Et c'est un passage du début du 4e épisode qui s'appelle Sortir de la sexualité, un acte politique. Tu vois, moi, arrêter la sexualité, ça m'a obligée à me poser les bonnes questions, je crois. Ah bon, mais quelle question? La question de l'hétérosexualité, en fin de compte. Tu vois, ça faisait longtemps que je tournais autour, mais je me demande aujourd'hui si je peux encore être hétérosexuelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as arrêté de désirer des hommes? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plutôt la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai encore envie de relationner et de coucher avec des hommes? Parce qu'envie, j'en ai toujours envie finalement, tu vois. Ça peut m'arriver de désirer. C'est pas ça. C'est plutôt l'hétérosexualité, non pas en tant qu'orientation sexuelle, mais en tant que système. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tant que rapport de pouvoir, en tant que rapport de couple, en tant que codes sociaux qui constituent l'ensemble de notre société. Et j'ai l'impression que la question, elle se pose d'autant plus après MeToo. Après MeToo, on s'est toutes posé la question des rapports de domination dans le couple, des rapports de domination dans la sexualité, de la provenance de nos fantasmes.
est-ce qu'il est possible d'être féministe et hétérosexuel? C'est une vieille question, hein, j'ai l'impression. Ouais, moi, en travaillant sur l'histoire de l'anarchisme, j'avais vu que déjà à la fin du 19e et au début du 20e, des militants et militantes anarchistes ou féministes ou anarcho-féministes s'étaient posé ces questions-là déjà. Pourquoi cette idée cette forme d'un dialogue femme-homme en plus, pour parler de ces questions? Alors, pour parler de la forme, donc effectivement, c'est un LSD. Donc, LSD, c'est 4 fois 54 minutes. Donc, on n'a pas passé 4 heures juste à dialoguer tous les deux. Sûr, hein, en fait, c'était vraiment... y a eu des lectures aussi, d'ailleurs. Avec Tancred, on a lu des textes. On a lu... Il y a d'assez beaux passages. D'ailleurs, il y a une belle lecture à 2 voix, comme ça, de Nelly Arcan. Enfin, bon, voilà, on s'est aussi fait plaisir, comme ça, dans la création sonore. On a beaucoup de témoignages aussi. On a des personnes qui analysent aussi. Mais en fait, le principe de cette série-là, c'est qu'on s'est dit, on ne va pas parler de l'arrêt de la sexualité ou de la sortie de la sexualité en regardant les gens qui n'ont pas de sexualité comme si on allait visiter un zoo humain, quoi, finalement. Et on s'est dit, on va faire de l'observation participante. Bon, après, c'était des sujets qui nous intéressaient l'un comme l'autre, j'imagine. Mais voilà, on s'est dit, on va nous aussi se sortir de la sexualité, mais aussi en tant que système, pour voir ce que ça donne sur nos interactions sociales, sur notre vie au quotidien, mais sur notre rapport au corps aussi, mais voir ce que ça donnait. Et donc, finalement, à chaque fois qu'on avançait dans la réflexion, eh ben, on entrecoupait ça de conversations qu'on pouvait avoir, lui et moi, et on progressait comme ça dans notre réflexion commune. Voilà, c'est juste pour préciser, ces petits bouts de conversation, ils venaient montrer à quel stade de réflexion on en était à ce moment-là. C'est-à-dire, une fois qu'on avait écouté un tel, je sais pas, Martin Page ou une telle, ou voilà, nous parler de son rapport à l'absence de sexualité, qu'est-ce que ça nous... Voilà, il y avait du grain à moudre, quel était-il? Enfin, voilà, ça nous faisait évoluer. C'était à ça que ça servait. Mais surtout, il y avait quelque chose qui était un désir de sincérité, c'est-à-dire dire voilà de là d'où on parle, nous. Et je trouvais ça important parce que souvent, quand on traite des questions, surtout des questions de sexualité, des questions d'intime en général, mais surtout des questions de sexualité, il y a un côté vraiment, on va aller espionner, et puis on va aller chercher aussi les sexualités les plus marginales et les gens les plus marginaux, parce qu'il y a un souci d'efficacité, entre guillemets. Le terme efficacité, c'est un truc qu'on emploie beaucoup aussi en télé, d'ailleurs. C'est efficace. C'est un bon client, lui. Oh, c'est un bon client. Ça fait partie du jargon audiovisuel en interview. Nous, on avait plutôt envie de se dire, OK, ces gens-là, c'est nous, c'est moi, à ce moment-là. Voilà, c'était pour ça qu'on a entrecoupé ça de conversations qui étaient intimes, justement. Et là, on vous entend, vous dites « je ». Dans Juste avant, vous dites aussi « je », vous parlez de votre fille, c'est pas rien. Dans La fille sur le canapé, évidemment, Axel, vous dites « je ». Dans les chroniques dans Marie-Claire, il y a votre mère qui est là, présente en filigrane. Est-ce que c'est une obligation presque de dire « je » maintenant, ou ça fait partie simplement de la prise de pouvoir de dire « je ». Je pense que pour les femmes, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire s'autoriser à dire « je ». Et pas mon mec ou les enfants, et puis moi dans l'histoire, je ne sais pas trop. C'est « je ». Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi une époque qui est prête, qui a envie de récits intimes. Et c'est vrai que le podcast se prête particulièrement à ces exercices-là. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce qui me concerne, ça dépend des moments. C'est-à-dire que quand j'écris mon livre, j'écris « je ». À la radio, je suis là comme journaliste. Donc, je reçois des gens, donc il ne s'agit pas de dire « je », parce que c'est plutôt les personnes que je reçois que j'ai envie de mettre en avant. Donc, ça va dépendre de l'exercice. De toute façon, il ne faut jamais systématiser, parce que c'est quand on systématise que ça devient chiant. Mais on dit « je » parce que sur certains sujets où la prise de parole est encore compliquée, moi, je considère, pour moi, encore une fois, que si moi, j'ai la possibilité et psychique, parce que je suis arrivée à ce moment-là de ma vie où je peux le faire, et technique aussi, alors dire « je », c'est dire aux filles derrière qui n'osent pas encore parler, vous inquiétez pas, j'y vais, mettez-vous derrière, vous êtes à l'abri, et je fonce dans le tas la première. Il y a quelque chose un peu comme ça, pour moi en tout cas.
Pareil. Alors moi, il y a l'aspect culturel aussi qui joue. Moi, j'appartiens à des communautés où le collectif prend le pas sur l'individu. Et puis particulièrement quand vous êtes une femme. Donc quand vous arrivez avec des récits de cette nature-là, croyez-moi qu'on vous remarque. Croyez-moi que vous n'êtes pas forcément welcome dans un premier temps. Et puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi moi j'ai choisi ce pseudo-là. Donc le me, my sex and I, où les gens m'ont regardé avec des yeux comme ça au départ. Mais c'était bien ça, c'est je, my sex, donc mon sexe écrit à la française avec un E à la fin au sens propre et figuré. Parce que littéralement, je suis désolée, mais en fait, j'ai découvert mon sexe le jour où quelqu'un est rentré par effraction dedans. Parce que jusque-là, personne n'avait pris la peine de me donner les mots pour ça. Et c'est aussi pour ça que, voilà, par la suite, j'ai milité pour une meilleure connaissance de l'anatomie des jeunes filles dans les livres de SVT, etc. Parce que ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas du tout, en fait, quand vous n'avez pas les mots pour savoir qui vous êtes, de quoi vous êtes constitué. Quand l'agression survient, en fait, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et le NI, c'est nous toutes, en fait, ensemble, toute cette entité que nous sommes toutes ensemble. Et ça m'avait beaucoup fait rire, parce que beaucoup de gens avaient lu ça en mode nombriliste. Genre, elle parle que d'elle et tout. Et c'est au fur et à mesure des années que les gens ont vu ce que je faisais et qu'ils ont commencé à se dire « Ah, d'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Et ce jeu-là, il est important parce qu'il faut incarner, en fait, les choses. Et à partir du moment où vous parvenez à les incarner, je pense qu'à partir du jeu, vous arrivez à créer des passerelles. Vous arrivez à créer le récit commun. Mais je ne conçois pas qu'on puisse ne pas passer par là pour le rendre possible. Et ce récit commun permet d'accepter peut-être mieux les singularités des unes et des autres et de ne pas les prendre comme des raisons de déconsidérer l'expérience et le vécu d'une personne qui ne vous ressemble pas. Parce que vous finissez par vous rendre compte qu'on a bien plus en commun que de choses qui nous séparent, en fait. C'est pour ça que je te rejoins, le jeu, il est fondamental dans la compréhension du monde, parce qu'il y a effectivement l'expression d'une singularité et on a tous crevé de cette espèce de modèle univoque qui se voulait universel et qui ne l'était absolument pas. Donc c'est important, pour peu que, et tu dis, tu as employé le mot nombriliste, on pourrait dire narcissique aussi, c'est-à-dire pour peu que ce « je » soit mis au service d'un « nous ». C'est-à-dire que si on est enfermé nous-mêmes dans notre jeu, qu'on n'a pas réfléchi à notre histoire, qu'on ne l'a pas digéré, alors ce jeu va être juste une façon de mettre ses tripes sur la table face à des gens qui n'ont pas demandé à avoir vos tripes et ça ne fera pas avancer la discussion. Et puisqu'on parle de podcast, c'est vrai qu'on assiste un petit peu à... On est pareil, dans une période de foisonnement, et c'est génial parce que c'est hyper créatif, il y a plein de choses qui se font, ça bourgeonne là, et en soi c'est génial, mais je pense que dans quelques années on va faire le tri, parce qu'il y a du très très bon, il y a du très très bien bossé, il y a un jeu articulé, et puis un jeu qui n'est pas du tout articulé, et qui du coup ne présente pas véritablement d'intérêt pour le commun. Donc je dirais que peut-être la différence la petite nuance à mettre dans ce jeu est là, et moi je le vois avec les gens que je reçois dans mon émission. Je me rends bien compte que donc je reçois des gens qui, la plupart du temps, ce que je veux absolument, c'est qu'ils aient fait une œuvre à partir de leur histoire, qu'elle soit un album, qu'elle soit un film, documentaire ou autre, et la plupart du temps c'est des récits publiés, donc des livres. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un premier travail de digestion. On n'est pas... Quand je ferai de la libre antenne, on m'appellera, on me racontera, et puis là c'est pas pareil. On a 1 heure à passer avec quelqu'un. Pour que cette heure soit utile à tous, il faut qu'il y ait un travail de digestion, d'élaboration et un recul aussi. Et je me rends bien compte que les meilleures émissions sont celles qui font entendre la voix de quelqu'un qui a du recul sur ce qui lui est arrivé. J'ai reçu 2 ou 3 fois des gens qui ont écrit le nez collé à la vitre, c'est-à-dire qu'ils étaient encore en train de vivre l'événement et en même temps ils le racontaient. En fait,
ça manque de distance, ça manque de recul, et du coup, il n'y a pas cette portée commune ou collective qui pourrait rendre le jeu intéressant. C'est aussi un sacré, c'est un sacré risque aussi de dire jeu. Oui, il est mesuré, mais peut-être aussi qu'il y a des il y a des fois, on n'a pas le choix, en fait. À un moment donné, c'est une question de survie aussi, de pouvoir dire jeu. Ouais. Et je suis d'accord, il est mesuré. Enfin, c'est vraiment ce que Julia disait tout à l'heure. On sait qu'on ouvre la voie, en fait. Et on arrive à cet endroit-là parce qu'on est suffisamment costaud. Et puis moi, je n'aurais pas dit jeu à 20 ans. Je dis jeu à 40. Et puis on commence à avoir toutes les trois un peu de métier. Donc on sait aussi ce qu'on fait. Donc quand on dit jeu, on sait ce qu'on va garder pour nous et on sait ce qu'on va donner. Oui, mais il y a aussi, vous parlez du foisonnement de podcasts où on dit jeu, il y a aussi des très jeunes journalistes qui se lancent dans le podcast parce que aussi elles ne trouvent pas forcément leur place ailleurs dans les médias, et voilà, et qui tout de suite se mettent à dire jeu, à raconter des choses très intimes, et c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Et c'est comme si, de toute façon, on attendait d'elle de dire jeu, et que c'est la manière de se lancer dans le podcast, c'est de passer par là. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre la nuance à apporter à ce jeu, c'est quelle est sa portée et quel est son intérêt. Et en général, il en a de l'intérêt quand il y a à la fois du métier, c'est-à-dire que par ailleurs, l'ensemble du podcast va être particulièrement bossé, et en contenu, et en rythme, et en ce que vous voulez. Et quand ce jeu, c'est aussi un jeu qui parle avec un tout petit peu d'expérience, et donc un tout petit peu de recul par rapport à... je parle, c'est pas une question d'âge, je veux dire, j'ai interviewé Pomme au mois de juin, elle a 23 ans. Elle a beaucoup de choses à dire parce qu'elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup de recul. Donc il ne s'agit pas de dire les jeunes, taisez-vous, et disez pas. Eh bien, pourquoi pas, eh bien, voilà. Donc dites pas je. C'est pas ça. C'est juste que vous allez avoir un jeu qui a du recul, et puis un jeu qui n'en a pas. Et donc un jeu qui va inclure le nous, et puis un jeu qui l'exclura. Et puis, il ne faut pas qu'on soit trop naïve. À un moment donné, le fait qu'il y ait autant de jeux, c'est parce que ça marche, que le capitalisme rajoute le truc. Voilà, et, on n'a pas de producteur ici. Voilà, et qu'à un moment donné, les médias se disent juste récupérons le truc, et on s'en fout de savoir que ça vient des marges, avec des gens qui ont parfois cramé en disant leur jeu, et qui ne sont plus là pour être écoutés et entendus aujourd'hui. Mais allons-y gaiement, quoi. Et puis il y a des modes, hein, parce qu'il y a quelques années, on vous racontait qu'il fallait absolument s'effacer derrière le récit, derrière les faits, parce que le journalisme se devait d'être objectif, alors qu'on sait très bien que c'est un mythe. Et aujourd'hui, au contraire, il faudrait tout incarner. Mais en faisant une erreur fondamentale, c'est que, encore une fois, le jeu, il a de la valeur quand il est distribué avec parcimonie, à bon escient, au bon endroit, de la bonne façon. Moi, je me souviens très bien d'un directeur des programmes qui m'a demandé de faire quelque chose de très incarné, et donc au jeu. Je lui ai dit non, là, c'est pas nécessaire. Je peux être très incarné, c'est-à-dire que je peux y aller avec toute ma personne, je peux avoir une façon de raconter les choses qui n'appartient qu'à moi, sans avoir besoin de dire jeu. Et puis, il y a des moments, le jeu, il est essentiel, et donc là, on y va. Ovidie, vous vouliez réagir? Moi, j'en reviens un peu du jeu en ce moment, en fait, mais parce que c'est un véritable piège au final, dans le sens où, alors j'ai beaucoup dit jeu, donc je suis pas du tout en train de cracher dans la soupe, et ça a certainement son utilité par moment, mais il arrive un moment où, surtout quand on est une femme, qu'on soit documentariste, radiophonique, télé, ou quand on arrive avec un sujet, à un moment on nous pose la question, et même en promotion, même en période de communication, mais quel est votre rapport au sujet ? Et il y a une exigence qui n'est pas la même vis-à-vis des hommes documentaristes. On ne va pas leur demander systématiquement, mais vous faites un documentaire là-dessus, mais quel est votre rapport au sujet? Ça vous concerne personnellement dans votre corps, dans votre chair, dans tout ça? Là, systématiquement, on va nous demander, on va exiger de nous finalement un partage de témoignages. Et c'est dans ce sens-là où je dis que ça peut vite être un piège. Et moi, il y a eu progressivement, j'ai essayé de m'effacer. Déjà, ça a commencé il y a quelques années en n'apparaissant plus ou de moins en moins dans mes documentaires. Et ça a été un petit combat aussi, de ne plus apparaître à l'image. Ça a été à chaque fois des petits bras de fer avec des diffuseurs. Au final, maintenant, c'est bon. Maintenant, ma prochaine étape, c'est arrêter de dire « je », même à l'écrit ou dans les documentaires sonores. Est-ce
est-ce qu'on va pas exiger de moi encore de me raconter à un moment donné? Mais c'est dans ce sens-là où je dis que c'est un piège, c'est que ça fonctionne, effectivement, les récits de l'intime, ça fonctionne, ça marche bien. Et donc, du coup, quand on est une femme, on va avoir tendance à recevoir ce genre de demande de la part de certains studios de diffusion, ou voilà, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi, et est-ce que tu peux dire quelque chose qui te concerne toi personnellement? Et non, pas forcément, pas toujours, non. Parfois, ça a du sens parce que ce jeu-là, effectivement, il porte aussi une parole collective, mais parfois ça n'en a pas du tout et on a envie d'autres choses. Et moi, c'est un truc, par exemple, qui a été hyper fort au moment j'avais fait un documentaire sur la violence obstétricale, il s'appelait « Tu enfanteras dans la douleur », et il y avait plein de récits de femmes qui étaient hyper poignants, voilà. Et systématiquement, au moment de la sortie du film, à chaque fois que je faisais un entretien pour la promo du film et tout ça, c'était « Et vous, pouvez nous raconter vos violences ?» Non, déjà, qu'est-ce qui vous dit que j'en ai vécu? Et puis, j'en parle pas. Et puis, voilà. Et puis, j'ai pas forcément de rapport direct au sujet non plus. Enfin, c'était un truc qui était difficile à entendre, quoi. Et c'est dans ce sens-là où je dis que c'est un piège aussi qui peut se refermer sur nous. C'est qu'au bout d'un moment, on ne va plus exiger ça de nous, alors qu'on ne va pas exiger la même chose de nos collègues masculins. Non, puis, ce que tu dis est très juste, surtout que le danger, c'est que du coup, on nous réduise une fois de plus au statut de témoin. Et quand vous voyez effectivement les rapports du CSA sur la présence des femmes dans les médias, elles sont là pour être témoins, là où la place d'expert est réservée aux hommes. Et l'autre piège aussi, c'est que on nous fait parler au jeu, on nous enferme comme témoins, on ne veut plus entendre notre expertise sur le sujet, et on nous dit... Regardez ce qu'on a fait au moment de la sortie du livre d'Alice Coffin. Il y a eu ce bras de fer aussi autour du fait que est-ce qu'elle était experte de son sujet LGBT parce qu'elle était lesbienne ou pas? Ou est-ce que du coup... Et en fait, moi je pense que oui, je pense qu'elle est très très bien placée, évidemment, pour savoir ce que vivent les lesbiennes au quotidien. Bien sûr qu'elle est mieux placée qu'une hétéro, mais en même temps, le problème, c'est que ça l'enferme, elle, dans un truc très testimonial, très émotionnel, où, encore une fois, on nous dénie le droit d'avoir un cerveau. Donc, il est piégeux, ce jeu. Et il est aussi politique. Alors, sur ce sujet-là, j'ai un point de vue un peu plus nuancé, parce que je pense que le jeu, cette qualité de sujet, c'est quelque chose qu'on commence juste à pouvoir revendiquer au sein des communautés noires et des communautés marginalisées. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette prolifération de la parole à partir de cet endroit-là. Donc, cette qualité de sujet qui semble aller de soi pour d'autres, c'est quelque chose qui a été refusé pendant longtemps à beaucoup d'entre nous. Et je pense qu'on passe par le jeu pour récupérer en fait l'espace et juste dire on est humain au même titre que vous, venez écouter nos récits. Et effectivement, ça se fait beaucoup, mais ce sera peut-être le cas aussi longtemps que nos récits n'auront pas la même valeur que d'autres, en fait. Donc le jeu, j'ai un rapport à cette question-là qui est un peu plus nuancé, parce que tout dépend de qui prononce ce jeu, en fait. Bien sûr. C'est aussi lié à cette question du jeu et à la posture journalistique qu'on a à partir du moment où on dit jeu. Je trouve qu'il y a une particularité de certains documentaires audio, et notamment dans le podcast, qu'on a pu aussi retrouver dans certains documentaires autobiographiques, mais qui sont des documentaires qui ne sont pas là seulement pour informer, pour dire des données objectives, pour montrer, voilà, mais qui sont des espaces thérapeutiques, en fait. Et c'est ce que vous dites très clairement dans La fille sur le canapé. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Vous donnez les données de l'OMS, il y a ces lectures, mais vous dites très clairement en note d'intention, et on l'entendra tout à l'heure, ici c'est un espace thérapeutique pour les personnes qui viennent parler. C'était votre priorité, j'imagine. Oui, c'était fait pour nous d'abord. Ouais. Et comment vous articulez ça avec le fait que c'est quand même un documentaire produit par un studio, etc. J'ai eu la chance, pour le coup, de collaborer sur ce documentaire-là avec des gens qui ont accepté ma feuille de route. C'est-à-dire que moi, j'ai été très claire là-dessus dès le départ en disant, en fait, mon public, ma cible, parce que c'est comme ça qu'on parle, ce sont les personnes concernées. Je ne vais pas vous faire
mode d'emploi des communautés noires. Enfin, ça, c'est pas mon propos, en fait. Mon propos, c'est comment est-ce que quand ça vous arrive, vous passez, pas au travers, parce que vous passez jamais au travers, mais comment est-ce que vous pouvez vous accompagner le restant de vos jours avec cet épisode-là, et surtout, poser à un endroit le fait que c'était réel, qu'elles n'étaient pas folles, qu'elles n'étaient pas les seules à qui c'était arrivé. Et du coup, effectivement, moi, je suis arrivée en disant je veux un écrin pour la parole des personnes victimes. Et c'est pour ça qu'on a distribué le podcast comme on l'a distribué, c'est-à-dire qu'il y a une première partie où il n'y a que les témoignages bruts, sans aucune interruption, vous ne m'entendez pas, vous n'entendez qu'elle. Et pour ça, un travail extraordinaire a été fait avec la musique, avec la réalisation, enfin, vraiment, c'est... Voilà. Et seulement à partir du 6e épisode, vous avez les experts qui rentrent dans la conversation, vous avez d'autres voix noires qui prennent le même sujet d'un endroit différent. Mais ça, c'était très, très important pour moi qu'on puisse d'abord entendre, si on pouvait, si on le voulait, la parole des victimes sans filtre et sans aucune coupure d'aucune sorte. Et offrir aussi la possibilité de rentrer dans les récits par la lecture. Oui. Parce qu'il y a des gens en fait, qui ne sont pas en mesure d'écouter et d'entendre, déjà parce qu'elles sont elles-mêmes concernées et que ça réactive des trucs. Et ça, pareil, en interview, effectivement. Après, Nouvelles Échos a fait vraiment très gaffe là-dessus au niveau de la presse. Il n'était pas question qu'on me demande de servir mon récit, quoi. Parce que moi, je leur avais dit, mais il faut que vous compreniez que nous, redire, c'est revivre, en fait. Donc, je vous le livre une fois, vous l'avez dans le podcast. Je ne vais pas vous le resservir en interview, en fait. Ça, c'est niette. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est niette. Et j'ai fait passer le mot également à celles qui sont témoins. Donc, c'était important que c'était important que ce ne soit pas voyeuriste, que ce soit... moi, j'ai juste fait le truc que j'aurais voulu entendre quand j'avais 15 ans, en fait. Voilà, je voulais juste faire ça. Moi, je t'entends et je pense effectivement à... Pardon, pour le coup, je sors de la radio, je parle de la promo de mon livre. Moi, pour le coup... J'écris un livre sur le viol que j'ai subi à 20 ans. Donc oui, je le raconte en interview. Parce que... alors déjà parce que j'ai une distance par rapport au sujet aujourd'hui qui fait que je peux. Mais aussi parce que, répondant aux questions du journaliste, ce que j'envoie comme message en fait entre les lignes, c'est... en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Ce que j'essaye de faire, c'est de dire d'abord à celles à qui c'est arrivé et qui écoutent, regardez, je le dis, il ne m'arrive rien. Après, je vis encore. C'est nous les plus fortes. Et c'est pas à nous d'avoir honte de cette histoire-là. Donc, c'est toujours pareil. L'essentiel, c'est d'avoir le choix. C'est-à-dire qu'on ne nous contraigne pas à raconter notre histoire, qu'on ne nous contraigne pas à la taire. Si tu n'as pas envie, eh ben, tu as le droit. Si j'ai envie, j'ai le droit. C'est tout. C'est la liberté de ce jeu aussi qui est importante, à mon sens. Merci à toutes les deux. Eh bien justement, on va entendre tout de suite la fin de la préface de La fille sur le canapé, qui est donc cette note d'intention que vous dites à l'auditeur et à l'auditrice. J'expliquerai juste le contexte après. Voilà, on va d'abord écouter. L'enjeu, lorsque l'on parle d'intime, ce n'est pas seulement évoquer tout ce qui jusqu'alors était abordé à mots couverts, mais aussi de mettre en lumière les récits des expériences des femmes minorisées. La violence de genre atteint toutes les femmes, mais elle atteint plus fortement celles qui associent plusieurs oppressions. Les afrodescendantes sont celles qui ne parlent pas dans les récits disponibles, celles qui n'ont pas le droit de parler à partir de leur vécu, revendiquer leur humanité et permettre à d'autres de la reconnaître. Nous sommes toutes avides d'histoires familiales et personnelles similaires à la nôtre. L'omission de la voix des femmes et filles noires, alors que la parole des victimes est enfin entendue, pose la question de la légitimité des récits, de la place de ces femmes, ces filles,
dont on ne s'intéresse à aucun aspect de la personne, hormis ceux touchant à la race, et qui reste ainsi circonscrite à certains récits, une parole donnée, une histoire unique. Ce podcast est avant tout un espace dédié aux survivantes et à leur voix. J'ai souhaité qu'il soit un écrin pour la parole de chacune, qu'elle ne soit pas interrompue, qu'elle ait l'espace de développer, raconter, avancer, se livrer. J'avais envie de quelque chose de thérapeutique, à l'écoute de quoi, concerné ou pas, l'on pourrait éprouver, assimiler et ressentir. Pardon, la coupe est un peu sèche à la fin. Et juste avant ce passage, vous racontiez l'invisibilisation de Tarana Burke. Moi, je suis partie de ça, en fait. Voilà, et donc qui est cette travailleuse sociale qui a lancé le slogan MeToo et qu'on a complètement invisibilisé une fois que ce MeToo est devenu mondial. Et donc vous parlez de cette parole des femmes afrodescendantes et minorisées qui peinent, qui n'a pas encore toute sa place à la fois dans les livres. Vous parlez des livres, je crois que c'est juste avant, mais qu'est-ce qu'il en est dans les podcasts et à la radio? Est-ce que vous pensez qu'en France... Alors moi je suis arrivée donc, avec Mima Sexenay en 2018 et j'ai galéré pour arriver. Donc le premier podcast porte sur la parole intime de femmes noires. C'est une série de 7 entretiens. Et en fait, quand j'ai démarché les boîtes de podcast pour pouvoir le faire, mes interlocuteurs ne voyaient pas l'intérêt du récit intime des femmes noires en me disant faites-nous quelque chose sur la discrimination, sur le racisme, etc. Vous êtes fabuleuse, je suis sûre que vous ferez un truc très bien, machin. Et moi, j'ai regardé un peu, genre, c'est-à-dire... sinon, faites-nous quelque chose sur la stigmatisation dont fait l'objet la sexualité des femmes noires. What the fuck? Voilà, donc une fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois, je fais, tu sais quoi, fuck you, j'y vais. Et donc, je l'ai autoproduit et je me suis aperçue qu'en fait, ça ne venait pas à l'esprit des gens que nous étions dotés aussi d'une vie intime, affective et sexuelle, en fait, et parentale, et des trucs qui allaient de soi pour tout le monde, sauf nous. Il a fallu que le programme existe pour que, effectivement, certains de ses interlocuteurs aient la grande élégance de m'appeler en me disant « On a fait une connerie, vraiment, on s'excuse. On n'avait pas compris, en fait, ce que tu étais en train de nous dire. » Et je tiens à le dire, parce que ça aussi, c'est possible. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Moi, je ne pense pas que vous ayez la science infuse dès le départ. Ces personnes ne pouvaient pas savoir non plus que c'était inhabituel au sein des communautés noires de dire « je » quand vous étiez une femme et de livrer des récits de cet ordre-là et de ce que ça pouvait avoir des révolutionnaires et pourquoi ça pouvait rassembler autant d'écoute derrière de la part de celles qui étaient concernées. Et puis un cercle plus large, parce que mine de rien, en fait, on fait partie de vos environnements, on fait partie de vos familles, on fait partie de vos cercles d'amis. Donc il n'y a pas que des personnes noires qui ont écouté ce podcast. Il y a des gens qui sont en rapport avec des personnes noires et qui sont allés écouter ce podcast et qui ont aimé ce qu'ils ont écouté. Donc pour moi, c'était très important de montrer, d'illustrer le commun à travers des thématiques aussi banales pour nous tous, en me disant, pour une fois, pour changer, c'est le récit de celle que vous n'écoutez pas qui va vous renvoyer au vôtre. Et c'était ça. Moi, je voulais juste pouvoir faire ça. Et cette chose-là n'est toujours pas à l'œuvre aujourd'hui. Quand vous vous rendez dans des librairies ici en France, vous n'avez pas de témoignages de vie de personnes afropéennes et d'autrices afropéennes au même titre que vous pouvez trouver d'autres récits. Et c'est tellement étonnant, quoi. On est en 2021. Et je suis bien placée pour le savoir parce qu'on a démarché longtemps pour mon ouvrage pour pouvoir y arriver. Et les réponses qu'on a eues de la part de certaines maisons d'édition nous ont fait tomber du ciel, quoi. Tomber du ciel, littéralement, entre ceux qui vous disent ce que vous devriez écrire
parce que vous ressemblez à ce à quoi vous ressemblez, et ceux qui vous disent « Ah mais non, mais les féministes ont déjà beaucoup écrit sur ces sujets-là ». Comprenez, les féministes blanches ont déjà beaucoup écrit sur ces sujets-là. Et vous êtes juste genre, mais vous êtes sérieux en fait, c'est une réponse ça. Et vous l'écrivez noir sur blanc dans un mail, et vous êtes frappadingue en fait. Donc bon, bref. Donc c'est... Le journal intime d'une féministe noire paraîtra en mars 2022 aux éditions du Diable Vauvert. Donc ça, c'est fait. Je suis une bonne nouvelle. Tu viens chez moi le vendredi. Donc, ça aura été un très long process, mais voilà, c'est fait. Mais tu sais quoi ? Le Diable Vauvert, c'est une maison d'édition qui n'est pas parisienne, qui est située... Ne regarde pas, je suis pas Non, mais tu vois, ça veut dire qu'il a fallu que je quitte le microcosme parisien du truc, je sais pas, il y a un truc chelou qui se passe ici, pour que une éditrice qui a 20 ans de métier, qui est renommée dans la profession, elle voit l'intérêt de ce texte-là. Putain, c'est chaud, quoi. Donc, effectivement, je suis passée par le podcast parce que c'était, j'avais pas de thunes. Donc, c'était, tu vois, c'est, 2 micros, voilà. Faire un prêt auprès de l'ADI et produire ton podcast, quoi. J'ai vraiment fait ça à l'ancienne, quoi. Et, mais, vous savez quoi ? Je suis là. 3 ans plus tard, je suis devant vous et je suis en train de faire ce récit-là. Donc, c'est dommage de se priver de récits de cet ordre-là. Ça nous enrichit tous. Et il faut absolument qu'on veille à cette variété des expériences et des vécus. Justement, ça va être ma dernière question. J'en ai encore 15, mais on va passer aux questions du public après. Il nous reste peu de temps. Mais justement, dans le podcast, vous parlez du danger de l'histoire unique, de l'importance de la pluralité des récits. Et c'est une responsabilité énorme pour tous les journalistes qui invitent des personnes en entretien. Voilà. Mais encore plus quand on produit des récits intimes, quand on a des micros... Pour recueillir ces récits. Et c'est vrai qu'on dit souvent, oui, le podcast féministe, c'est un cœur formidable de voix féminines. Est-ce qu'on interroge assez ce nous, qu'est-ce qu'il est ce nous des voix féminines dans le podcast en France? Je me limite à la France. Et est-ce que c'est des questions que vous avez en tête quand vous choisissez vos invités, quand vous écrivez vos documentaires? Est-ce que ce risque de l'homogénéité des récits nous guette ou pas? Est-ce que vous l'avez en tête? Bien sûr. Pour le coup, c'est un truc... à la radio, l'avantage, c'est qu'on a... c'est pas avantage radio par rapport au podcast. Dans le podcast, on a encore plus de liberté, mais c'est plutôt radio par rapport à la télé. À la radio, je suis productrice de mon émission, donc globalement... Sauf veto de la direction, j'invite à peu près qui je veux. Donc, j'ai toujours fait attention. Vous citiez Babel-sur-Seine, c'est l'émission que j'avais jusqu'à je ne sais plus quand, jusqu'à il y a 3 ans. Jusqu'à il y a 3 ans à peu près. Il y avait énormément de gens autour de la table et donc là, je faisais très attention, effectivement. De toute façon, c'était... Alors, pour le coup, la diversité culturelle, je l'avais puisque c'était une émission qui était ouverte sur le monde. Donc, il y avait des gens qui venaient de partout et je faisais très attention à avoir une mixité en plateau. Après, elle ne peut jamais être parfaite. Jamais. Mais disons que sur une saison, on y fait attention. Et aujourd'hui... je fais attention parce que moi-même, c'est ce que tu dis, on évolue, on apprend, on avance, etc. Arrive MeToo, on parle féminisme, et puis très vite après, on parle féminisme intersectionnel. Et donc, je me dis, ah putain, ah oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Et je me suis mise à écouter, à apprendre, enfin, essayer d'ouvrir le regard, de me rendre compte que mon regard, effectivement, que j'espérais dépourvu de biais, évidemment qu'il était biaisé, évidemment qu'il fallait l'ouvrir encore. Et maintenant, je fais attention. Alors, je ne fais pas des quotas, je ne fais pas des tableaux Excel. Tiens, j'ai eu une invitée noire, demain, il faut que je prenne une blanche, et après, demain, je prends un trans. C'est pas ça. Mais par contre, oui, régulièrement, je me pose, je fais pouf, pouf. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année? Est-ce qu'on a que des voix? Parce que spontanément, c'est un réflexe. C'est un réflexe le cerveau, il est flemmard. Donc, spontanément, on va aller vers celui qui nous ressemble. Donc, moi, si je ne fais pas d'effort, je vais inviter des filles hétéros, blanches de 40 ans. Puis, je vais me faire chier parce que je vais parler avec moi-même, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un effort qu'il faut faire, mais qui est du coup beaucoup plus intéressant parce que ça vous sort vous-même, ça vous sort de vous. Vous connaissez par cœur. Et
ça vous oblige aussi à offrir à votre public ce qu'il est en droit d'attendre de vous, c'est-à-dire une pluralité de voix, même si, encore une fois, c'est un idéal à atteindre, mais qu'on n'y arrive pas toujours, parce qu'on n'arrive pas toujours et tout le temps à se débarrasser de tous ces biais. Et pardon, mais appartenir en fait à ces populations minorisées ne dispense pas de l'ouverture vers les autres aussi. Hein. L'inclusion, elle est de mise pour tout le monde et on y œuvre tous. Il n'y a pas, voilà, juste, c'est pas un passe-droit non plus, parce que voilà, on peut être aussi porteur de préjugés quand on appartient aux minorités et avoir des problèmes avec les personnes trans, et avoir des problèmes avec les personnes homosexuelles, avoir des problèmes avec les travailleuses du sexe, avoir des, voilà, ça rend pas, c'est pas un totem d'immunité, hein, c'est transversal. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Vous vouliez un petit mot de la fin ou... Non, je me disais aussi que ça relevait aussi de la responsabilité des diffuseurs, oui, et surtout de faire appel à une multiplicité de documentaristes, d'autrices, de journalistes, qui viennent toutes aussi de milieux différents, qui aient des vécus différents, parce que nous, de fait, on va avoir tendance à inviter ou à discuter ou à se projeter aussi tout simplement par rapport au sujet, par rapport à notre environnement social et culturel. Et moi, c'est une réflexion que je me suis fait après coup, après justement Tu enfanteras dans la douleur, c'est que je me suis rendu compte que parmi tous les témoignages que j'avais recueillis, effectivement, c'était des femmes blanches, diplômées, c'était voilà quoi. C'est un peu nous aussi, hein, qu'on va interviewer aussi de temps en temps. Quelque part, c'est un peu nous-mêmes. Alors que pourtant, il y a un vrai sujet sur le racisme et gynécologie obstétrique. Il y a un vrai sujet. Mais j'ai pas fait exprès, hein. Il n'y a pas eu de machin, mais toutes les femmes qui sont venues vers moi aussi en disant moi j'ai peut-être une histoire à raconter. Alors souvent c'était sur internet, je voyais pas leur visage ni quoi que ce soit. Arrêtez de chercher des témoins sur Twitter. J'aime pas ça pour vous, mais je vois beaucoup de podcasteurs et podcasteuses qui font ça. Non, là j'ai pas fait ça, je fais pas des appels à témoins sur Twitter, j'ai pas fait ça, mais c'était plus par le réseau par exemple du collectif contre les violences gynécologiques et obstétriques, etc. C'était plus par ce petit réseau-là de personnes qui travaillaient déjà sur le sujet que voilà, il y a des personnes qui m'ont contacté sur Messenger en disant moi ça m'est arrivé, on peut en parler, etc. Mais de fait, il y a toujours, même quand on ne veut pas le faire, il y a toujours un entre-soi, quelque part. On peut essayer de lutter contre ça et tout, mais nécessairement, il y a une forme d'entre-soi, d'où la nécessité de faire appel à une multiplicité d'autrices et de documentaristes et de plein de choses, parce que on va pas penser à mal, mais il y a toujours un moment où ça va tourner autour de nos propres préoccupations, en fait. Donc, Et puis il y a un truc on travaille souvent vite, on a souvent peu de temps, donc quand on a des témoins qui se présentent spontanément, on dit vas-y viens, à partir du moment où le contenu est intéressant. Or qui va se sentir légitimé à parler? Et ben en gros, plus on est blanc, plus on est diplômé, plus on va se raconter que ce qu'on a à dire est intéressant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a besoin chez les diffuseurs et chez les producteurs de contenu, de cette diversité-là, parce que spontanément, toi, tu le sais, et donc c'est des témoignages que tu vas aller chercher. Toi et moi, il y a cette fraction de seconde pendant laquelle on se dit non, mais c'est bon, on n'a pas de biais, donc on va, et on ne se rend pas compte. Voilà. Alors, on se rend compte après, mais et mieux vaut tard que jamais. Mais toi, tu as ce mouvement naturel que nous, on n'aura pas. C'est ce qui s'est passé avec Je suis là, j'aime pas Beyoncé. C'est que moi, je voyais la conversation, tu sais, sur le féminisme, voilà, avoir lieu. Et j'étais juste genre, mais sinon, il y a une histoire des féminismes africains aussi. Pourquoi est-ce que personne n'a l'air d'en parler ? Ok. Et puis t'attends. Tu sais, il y a ce truc aussi. Moi, j'attendais que quelqu'un d'autre le fasse. C'est très con, mais voilà, je sais pas. J'attendais que quelqu'un d'autre le fasse, et puis à un moment donné, je me suis dit ah bah non, on va falloir le faire parce que là, si tu mets pas les mains dans le cambouis, le truc il se fera jamais. Et ça sert à rien de rester derrière ton écran ou ton poste ou tes écouteurs à râler parce que tu trouves qu'on donne toujours la parole au même. Bon bah écoute, tu sais quoi, va, fais le truc, montre à quoi ça ressemble et pour le coup, prouve que c'est une conversation qui peut intéresser le plus grand nombre et que ça ne concerne pas que
les féministes noires, les féministes afro-péennes ou les féministes africaines, en fait. Et l'enjeu, c'était ça. Et à ce moment-là, il faut aussi veiller. Enfin, l'un des pièges aussi pour nous, c'est qu'on veut pas passer on veut pas être des tokens, on veut pas être des gens qu'on vienne chercher parce que George Floyd est mort et que d'un coup. Tu sais quoi, ça fait bien. Mais il s'est passé ça, soyons sincères. Hein, voilà, je pense qu'il y a des calculs de cet ordre-là qui se sont faits et d'un coup, on devenait désirable. Et voilà, les gens venaient nous chercher. Mais moi, par rapport à ça, ce que je dis à mes amis, c'est oui, certes, on peut être instrumentalisé, mais moi, je veux pas que George Floyd soit mort pour rien. Voilà. Et si c'est ça qui me permet d'avoir un accès aujourd'hui, je vais prendre l'accès et puis je vais y aller d'autant plus fort que y a quelqu'un qui a laissé sa peau pour ça. Voilà. Voilà, merci. Et il nous reste quelques minutes pour un temps de questions. Comme on a démarré en retard, je vais me permettre de dépasser un tout petit peu. Alors, il n'y a pas de micro qui va circuler dans la salle. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer de vous voir déjà. Je vais peut-être m'avancer. Vous la dites bien fort et moi, je la répète au micro pour l'enregistrement. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Non ? C'est pas possible sur un sujet La pareil. première est toujours la plus dure. Non. Laurence Le Sceau, chef du service radio-podcast Télérama. Moi, j'en ai une qui concerne vos relations. Il me semble que vous vous connaissez, vous avez déjà échangé. Mais est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce que, de façon informelle... Bien sûr. En dehors des tables rondes, est-ce que vous discutez de vos pratiques? Est-ce que vous avez l'impression d'une évolution collective? Il y a un truc, j'étais... jeudi soir à la fête pour le prix Cosette. Et en fait, c'est des soirées où, effectivement, vous allez avoir toutes les casseuses d'ambiance de France. Réunies au même endroit. Et ça fait partie des meilleures soirées. Non, en vrai, c'est des soirées dans lesquelles on se sent bien parce qu'on est au repos. C'est-à-dire qu'on n'a pas à expliquer des choses qui sont des évidences. Du coup, je pense qu'on parle de tout sauf de féminisme, parce que du coup, c'est pas un sujet. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est des choses qui, blague à part, nous travaillent toutes très profondément, qu'on compte plus les moments où les dîners ont ripé en famille ou avec des amis, où on se dit « merde, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, mais putain, il va falloir que j'y aille parce que je peux pas laisser passer ça ». Il y a un truc de repos, et puis il y a un truc qui est hyper enthousiasmant aussi, c'est de se dire « Ok, waouh, ces filles, elles sont là, elles sont nombreuses, elles sont plurielles. On n'est évidemment pas d'accord sur tout. Et puis en plus, il n'y a pas que des filles. Il y a une majorité de filles, mais il n'y a pas que des filles. Il y a aussi des garçons. Elles sont diverses. On va avoir des points de désaccord, etc. Oui, mais waouh! Et moi, j'ai un truc comme ça, je rentre chez moi, je suis galvanisée par ça parce que je me dis, mais elles existent, elles sont là, elles sont debout, elles ont la tête haute, elles ont envie. Et oui, alors peut-être qu'en fait, on va y arriver, quoi. Voilà. Après, par nos métiers respectifs, effectivement, on se croise, on échange. Et puis, en fait, avec les années, moi, je dirais ça pour toi, Ovidie, je les ai tellement invitées dans mes émissions. Que moi j'adore discuter avec elle et que petit à petit on s'est mis à déborder plus sur des questions perso, mais pas tout de suite, pas au début, tout ça. C'est pas non plus l'amicale des féministes et on fait semblant de s'adorer, de se tourner dans les bras et voilà, non, c'est pas ça non plus. Mais voilà. J'adore. Et j'avais oublié de dire la question pour l'enregistrement, donc c'était est-ce qu'il existe un réseau entre vous? Voilà. Après, il y a aussi les réseaux sociaux qui ont changé la donne. C'est-à-dire, il y a plein de personnes avec qui on est en contact, avec qui on discute régulièrement et qu'on ne voit pas forcément physiquement. Moi, j'ai un exemple qui est, par exemple, Valérie Ré-Robert. Je crois que ça fait 8 ans ou 7 ans qu'on se parle. On s'est même déjà appelé, on s'est fait des WhatsApp, etc. On ne s'est jamais vu en vrai. Jamais. Pourtant, on a participé à des événements communs, même par Zoom et machin et tout. Enfin, bref.
on ne s'est jamais vu en vrai. Et je pense que des exemples comme ça, vous devez toutes les deux en avoir plein de féministes comme ça avec qui vous êtes en contact. Et puis au final, parce que géographiquement ou parce que je ne sais pas quoi, on se croise pas forcément. On n'a pas toujours besoin de se croiser en vrai, mais en fait, on se connaît, on se parle. On se marre bien, dit aussi, Julia. ouais. Est-ce qu'il y a des idées de questions qui ont émergé depuis tout à l'heure? Sinon, voilà. Alors la question, ouais. Est-ce que ça bouge véritablement chez les diffuseurs? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience sur l'importance de la diversité des points de vue? Alors, toujours la même réponse qu'au début. Si je vois le verre à moitié plein, je vais répondre oui. Si je vois le verre à moitié vide, je vais dire non. Alors, si je le vois à moitié plein, je suis la première productrice déléguée noire chez LSD et je crois chez France Culture à faire un programme. Non, pas chez France Culture. Ah, voilà, chez LSD. Et donc, ça, c'est top, quoi. Voilà. Le verre à moitié vide, c'est... j'espère ne pas rester la seule. Je voudrais qu'il y ait d'autres gens, parce que c'est lourd, en fait, d'un coup, à apporter aussi. Parce que les gens vous... C'est un prétexte un peu pour les gens pour dire « Ah oui, mais toi, tu vis pas tout à fait les mêmes trucs que nous. Tu peux pas dire que tu galères parce que, tu vois, tu as ça de visibilité, et puis tu es là, et puis on t'entend ici, etc. » Et ça devient un peu un prétexte aussi à susciter une dispense de la part de certains de fournir le job, en fait. Dire ouais, mais de toute façon il y a de la place que pour elle. C'est pas vrai, il n'y a pas de la place que pour moi, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a un moment il faut sortir les doigts du cul, il faut y aller aussi, quoi. Donc voilà, moi j'ai été pistonnée par personne, j'ai envoyé mon brief par mail, en fait, le brief de je suis noire, je n'aime pas Beyoncé, et j'ai suivi le process, en fait. Donc c'est possible. Je n'ai pas, c'est pas des gens qui ont donné mon nom à France Culture pour que ce soit moi qui travaille. C'est pas des gens qui ont donné mon nom chez Cosette pour que je fasse cette rubrique du lance-flamme. C'est l'équipe de Cosette qui a proposé mon nom en réunion de rédaction parce qu'elles ont regardé par ailleurs ce que j'avais produit jusque-là. Et pour être vraiment explicite, genre c'est pas Lorraine Bastide qui m'a fait rentrer chez Cosette. Parce que j'entends circuler cette rumeur-là, et elle m'énerve en fait, parce qu'elle est humiliante pour moi, et elle est vraiment insultante en fait pour moi. Donc, on a notre part aussi là-dedans, et j'appartiens à une communauté dans laquelle on a tendance à pas vouloir à avoir un problème quand certains sortent du lot un peu trop. Donc ça aussi, il faut qu'on le soigne. Et ça, c'est de notre responsabilité. Ce n'est pas les diffuseurs. Merci. Ça, c'est dit. S'il y a une dernière question, je vais la prendre. Oui. Ce qui est un peu moins vrai pour le doc radio, même si on n'a pas des masses non plus, mais il y en a toujours un peu plus que sur le podcast. Mais du coup, j'avais envie de vous demander un petit peu votre... je ne sais pas si on peut parler de point de vue, d'avis, mais moi, quand je vois qui est derrière les studios de podcast, on parle d'hommes, en l'occurrence. Je vais les citer, on les connaît. Désolée.
Il y a un changement de ce point de vue-là, c'est-à-dire que vous prenez le micro, mais qui décide à un moment donné de mettre un petit peu de thune, c'est Julien Neville, c'est Joël, enfin je veux dire... Alors c'est une question qui concerne, qui dit qu'en fait, oui, il y a plein de contenus féminins et féministes, mais qui est derrière les studios, qui dirigent, qui décident, ce sont des hommes. Et ça me fait penser à une citation que j'avais prévu de lire, mais on n'a pas le temps, d'Anthony Vincent dans une interview à Télérama, qui disait au début, donc Anthony Vincent produit Extimité, le podcast Extimité avec 12 Dibondo, et il disait au début le podcast ça a été investi par des geeks, ensuite il y a eu les femmes, les féministes racisées, et puis maintenant ça y est, il y a de l'argent qui arrive et il y a des mecs qui sortent d'école de commerce qui arrivent. Je dis pas ça pour résumer tous les hommes qui sont derrière les podcasts, mais voilà. Bref, je vous laisse répondre. Mais du coup, la question qui découle de ce constat, c'est... Comment on change ? D'accord. J'ai un problème sur le fait qu'à un moment donné, j'ai envie de voir cette prise de parole à un endroit où il y a du pouvoir, entre guillemets, de décision. Vous voulez dire qu'il y ait des... Je ne suis pas très claire, ce n'est pas une vraie question, c'est le fait de constater qu'à un moment donné, à la direction en fait, de ce studio de podcast, je ne vois que des hommes. Oui, mais les podcasts sont à l'échelle de ce qui se passe. Déjà, il y a des studios de podcasts qui sont tenus par des femmes. Mais je veux dire, on ne voit pas pourquoi tout à coup les podcasts seraient un Eldorado avec des valeurs humaines qu'il n'y a pas ailleurs. Enfin voilà, c'est le reflet du monde dans lequel on vit. Quand Joël monte Binge, il peut le monter aussi parce qu'il a l'expérience qu'il a et donc il va obtenir la confiance que d'autres n'auraient pas. Après, à titre personnel, moi je ne travaille pas pour Binge, donc je n'ai pas d'intérêt dans ce truc-là, mais j'ai travaillé au Move sous la direction de Joël et je sais la liberté qu'il m'a laissée dans mon travail sur des questions comme Point G, qui encore une fois traitait les questions féministes à un moment où on n'en parlait pas beaucoup, où on parlait des violences sexuelles à un moment où on n'en parlait pas beaucoup. Et voilà, il a eu ce truc-là comme il le fait dans Binge aussi. Alors après, on peut lui faire plein de reproches, je suppose, comme patron, comme à tous les patrons, etc. Mais voilà, sur le cas... Joël, je dirais ça, et sur le cas, et encore une fois, il me donne pas d'argent pour dire ça. De toute façon, il n'a pas d'argent puisqu'il est dans le podcast, voilà, on l'aura compris. Et après, oui, le monde du podcast n'échappe pas à cette loi selon laquelle, aujourd'hui encore, ce sont des hommes qui sont aux manettes, mais je pense quand même que c'est en train de bouger, que petit à petit, ça va bouger, que les femmes sont en train petit à petit de se faire une place. Alors évidemment, oui, c'est vrai, les femmes blanches et hétéros avant les femmes noires, avant les lesbiennes, on est d'accord. Mais les choses sont en train de bouger. Est-ce qu'elles bougent trop lentement ? Oui, c'est ce que je me dis parfois. Est-ce qu'elles bougent quand même ? Oui, c'est ce que je me dis parfois aussi. Voilà. Elle était bien celle-là. Hein. Mais ce sera le mot de la fin. Si j'avais su, j'aurais fait mieux que ça quand même. C'est le moment de trouver une super phrase. Merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite une très bonne journée avec des belles rencontres.